Bonjour à toutes et à tous. Alors, dans cette série de vidéos, nous allons nous intéresser à l'ouvrage magistral et dense de Ernst Gombrich qu'il a appelé Histoire de l'art. Alors, en réalité, il l'a appelé The Story of Art. Et donc, une autre traduction française de ce titre aurait pu donner l'histoire de l'art, avec un L apostrophe devant le terme d'histoire, parce que la question, ça aurait été de savoir donc si Gombrich parlait d'une histoire de l'art, donc qui découlerait d'un point de vue particulier et qui ne serait pas forcément unique, ou bien s'agit-il de l'histoire de l'art avec un caractère tout autre, peut-être un caractère presque scientifique de cette histoire, la seule histoire, mais peu importe. Alors avant de commencer, je pense qu'il serait bon qu'on parle un tout petit peu de l'auteur, Sir Ernst Gombrich, et pour ce faire, je vais vous lire rapidement les quelques petites lignes qui sont écrites à propos de lui au tout début de l'ouvrage, qui est un pavé quand même assez conséquent. Alors le professeur Ernst Gombrich, il est né à Vienne en 1909 et il est devenu membre du Warburg Institute, je ne sais pas si je le prononce bien, Warburg Institute de Londres en 1936. Il fut directeur de l'Institut et professeur d'histoire de la tradition classique à l'Université de Londres de 1959 jusqu'à sa retraite en 1976. Il fut anobli en 1972 et reçut l'Ordre du Mérite en 1988 ainsi que de nombreuses récompenses et distinctions internationales dont le prix Goethe en 1994 et la médaille d'or de la ville de Vienne aussi en 1994. Il est décédé en novembre 2001. Il est l'auteur, entre autres, de L'art et l'illusion, publié en 1960, The Sense of Order, publié, je ne sais pas si je prononce bien, publié en 1979, et 10 volumes de recueils d'essais et d'articles publiés par Phédon. Et nous sommes aussi d'ailleurs avec Phédon ici pour cet ouvrage. Alors voilà, je vais passer, j'allais dire la préface, mais les préfaces, parce qu'à chaque réédition, il y en a une nouvelle, comme le veut la coutume, et je vais aller directement à l'introduction de l'ouvrage. Mais ici, on ne va pas parler de toute l'introduction, mais simplement de son tout début pour faire un petit préambule qui, je l'espère, ne sera pas trop inutile ou stérile. Après, bien sûr, on travaillera chapitre par chapitre avec les vidéos futures. Alors je pense qu'il est peut-être nécessaire de remarquer quelque chose d'emblée par rapport à cette introduction, c'est que jamais, jamais dans cette introduction, il n'y a une définition du mot art. Et alors, à vrai dire, ce manque de définition claire et explicite, Gombrich le comble par un évitement et une négation d'entrée de jeu. Alors, je vais vous lire la toute première phrase de cette introduction qui peut surprendre pour un livre qui traite de l'histoire de l'art. La toute première phrase, hein. Disons nettement, tout d'abord, qu'à la vérité, l'art, donc avec un majuscule, n'a pas d'existence propre. C'est quand même sacrément culotté de sortir ça. L'art n'a pas d'existence propre. Pour la première phrase d'un livre qui traite justement de l'histoire de l'art, on nous sort ça en première phrase. Alors après, il explique pourquoi. Parce que quelques lignes plus loin, tac, tac, tac. L'art, donc oui, comme abstraction, l'art pris comme abstraction n'existe pas. Il est de fait que, de nos jours, cette notion d'art avec un grand A est devenue une espèce d'idole doublée d'un épouvantail. Je trouve cette phrase géniale qui est sans doute créante de vérité, mais ce qui nous intéresse, ça n'est pas tellement le caractère d'idole et d'épouvantail de l'art avec un grand A, c'est le fait que, en tant qu'abstraction, Gombrich considère que l'art n'a pas d'existence propre. Et il rajoute même, c'est sa deuxième phrase, il n'y a que des artistes. Et ça, c'est sans doute donné en biais en réalité. Une définition de l'art qui n'existe que par et à travers les artistes selon Gombrich. Alors là, je vais être obligé de m'éloigner un tout petit peu du texte pour rappeler l'étymologie du mot art, parce que je pense qu'étudier l'étymologie des mots, l'étymologie, c'est nécessaire, c'est un peu comme faire l'archéologie de leur sens, et que parfois c'est nécessaire de comme retirer des couches de sens qui se seraient comme déposées et amoncelées au fur et à mesure du temps. Et l'étymologie permet justement de retirer toutes ces couches, ces strates de sens pour accéder et comprendre à la signification originelle des mots. Mais bref, il se trouve que le mot art vient du latin ars artis, en latin, et qui signifie habileté, métier et connaissance technique. Connaissance technique. En cela, ce terme se rapproche et recoupe plus ou moins la notion de techné en grec,
qui a donné d'ailleurs en français le mot technique. Donc on comprend qu'à l'origine, ce mot de art a à voir avec quelque chose de technique, mais a fortiori avec quelque chose de manuel, donc de très concret, de palpable et de matériel. C'est physique, quoi, c'est du concret. Et ça n'est a priori pas en concordance, j'allais dire, avec presque la tradition, et je vais le dire, c'est pas en concordance avec la tradition qu'on se fait dans l'imaginaire collectif quand on l'associe, ce mot de art, le plus souvent avec l'image qu'on en a, c'est-à-dire l'image des muses. On associe souvent dans l'imaginaire collectif les arts et les muses. Les muses qui, dans leur fonction, les muses bien sûr de la mythologie grecque, hein, les muses qui, dans leur fonction, président aux arts libéraux. Alors les muses, d'ailleurs, juste pour le rappeler, les muses dans la mythologie grecque sont les filles de Zeus et de Mnémosis, qui est la divinité de la mémoire. Mnémosis, pour rappel, hein, qui est une titanie, hein, c'est d'ailleurs une femme titan, donc de la génération avec les hécatonchires, là, les monstres à 100 bras, donc c'est la génération qui précède celle des dieux olympiens. Et d'ailleurs, on compte parmi les titans Cronos, le père de Zeus. Mais bon, peu importe. Revenons aux muses. Les muses, donc, sont des divinités, et donc, elles donnent, et elles ont donné, historiquement, à l'art et aux arts, un caractère pétri d'abstraction et de mystère. Elles ont donné à l'art, en général, un profil et une conception très évanescente, qui fait appel presque à un monde de l'au-delà, parfois déifié, un monde de l'inspiration et de l'immatériel, un monde immatériel. Et on a bien ancré en nous cette image du poète ou du musicien qui est inspiré, et il faudrait dire en fait enthousiaste, parce qu'étymologiquement, enthousiaste, ça vient de intheos, avoir un Dieu en soi, être possédé par une espèce d'essence divine. Et ça, on le voit bien non seulement dans l'Antiquité, avec, vous prenez Homère ou Virgile par exemple, pour les plus connus, les poètes qui ils appellent les muses pour qu'elles les inspirent. Mais ça se poursuit jusque dans la période romantique moderne. Enfin, je veux dire qu'on peut penser à Musset, par exemple, qui fait, même dans ses Nuits de mai, par exemple, il fait un dialogue entre lui, le poète, et la muse. D'ailleurs, c'est amusant de noter au passage que cette évanescence de l'inspiration, qui vient elle-même de sa déification dans l'Antiquité par les 9 muses, eh bien ce caractère divin de l'aspiration artistique a été transposé admirablement par les religions monothéistes, et là je pense surtout au christianisme, et particulièrement dans le domaine de la musique, qui est étymologiquement dérivée des muses elles-mêmes, justement. Quand vous prenez Bach, par exemple, Jean-Sébastien Bach, qui témoigne que sa musique ne vient pas directement de lui, mais d'une inspiration divine, ça veut quand même tout dire. Le musicien est presque considéré, à l'époque, comme un réceptacle pour la volonté et pour une inspiration qui vient directement, enfin oui, une inspiration divine, qui doit ensuite pouvoir se transposer et s'exprimer dans le monde des hommes. Vous avez d'ailleurs aussi, dans le très bon film Amadeus de Forman, qui vient d'ailleurs d'une pièce de Pouchkine en réalité de 1830, qui s'appelle Mozart et Salieri, vous avez cette phrase dans ce film de Salieri qui dit à peu de choses près, cela, Dieu parlait à travers ce petit homme. Et là, il parle de Mozart. Dieu parle à travers ce petit homme. Comme si l'artiste n'était qu'un être de la chair, quoi, possédé, ou alors avait reçu un don, mais qui lui venait directement de l'au-delà. Bref, pour en revenir à Gombrich, et désolé pour la digression, en niant d'emblée l'existence de l'art en tant qu'abstraction, Gombrich se place du côté, donc, comme on l'a dit, de l'homme en tant qu'artiste, j'allais dire de l'artiste manuel. Il se place du côté de l'incarnation de l'art et rejoint donc l'étymologie même du mot art en tant que technique. D'ailleurs, au passage, et on peut être surpris, et moi-même je l'ai été quand je l'ai appris, il n'y a pas de muse de la sculpture, ni de muse de la peinture. C'est-à-dire que vous avez des muses de la poésie, il y en a deux. Il y en a une de la poésie dite épique, c'est Calliope, l'autre c'est celle de la poésie lyrique, c'est Erato. Vous en avez une, vous avez la muse de l'histoire, bien sûr, c'est Clio, si je me souviens bien. Une autre de la musique, c'est Euterpe. Vous avez même, alors ça c'est marrant, vous avez Uranie pour l'astronomie, par exemple. Alors ça, c'est quand même surprenant de constater que le domaine de l'astrologie a migré comme ça, avec le temps, vers les sciences. Je trouve fantastique. Mais vous n'avez pas de muse de la sculpture, ni de la peinture. Et ce qui est sans doute assez paradoxal, je trouve, parce que
Quand on dit le mot art dans le langage courant, on pense sans doute d'abord, en premier, à la sculpture et à la peinture, aux arts plastiques, mais aussi bon, bien sûr aussi à la musique, à la littérature, voire au 7e art, qu'est le cinéma. Et ça c'est bizarre, parce qu'on a 9 muses, et on dit que le cinéma c'est le 7e art, enfin c'est quand même, pourquoi ce serait pas le 10e plutôt? Et bien ça c'est dû au fait que, et la réalité est là, il n'y a pas vraiment de lien pur et parfait entre ces muses de la mythologie grecque et les arts comme on a tendance à les considérer aujourd'hui. Même si ces muses grecques continuent de planer dans notre imaginaire collectif au-dessus de notre conception moderne d'art, alors qu'en fait, il n'y a pas de lien direct et pur entre ces muses et notre conception de l'art. Et en réalité, tout ça, c'est à cause, ou grâce, à Hegel, qui est un philosophe allemand qui chevauche le 18 et le 19e siècle, qui a profondément marqué la pensée philosophique européenne. Et vers 1820, il a rédigé un ouvrage qu'il a appelé Esthétique ou Philosophie de l'art, que la plupart du temps on appelle simplement l'esthétique d'Hegel. Et dans cet ouvrage, il recense justement juste 5 arts, et pas 9 comme les muses. Ces 5 arts, ce sont pour lui l'architecture, la sculpture, la peinture, la musique et la poésie. Et donc là, on est sacrément éloigné de la liste des arts présidée par les muses, quand même. Mais c'est en 1911 qu'il y a un autre changement, et qu'on arrive à la période actuelle. Et tout ça, ça nous vient d'un critique franco-italien qui s'appelait Ricciotto Canudo, moi je ne sais pas si je le prononce bien, et qui a publié donc en 1911 un essai qu'il a appelé La naissance d'un 6e art, en référence donc aux 5 arts d'Hegel. Et pour lui, là, ce 6e art, c'est le cinéma. En fait, cette 6e place, elle va être ravie par la danse, et c'est 12 ans plus tard, en 1923, que ce même Canudo sort un manifeste, c'est le manifeste du 7e art, où là, il soutient le fait que le cinéma doit être considéré comme le 7e art. D'ailleurs, au passage, il se permet de tacler Hegel, hein, en changeant sa liste des arts, mais en gardant son nombre. C'est-à-dire qu'on arrive effectivement à, par l'ajout de la danse et du cinéma, à 7 arts, ok, mais les 5 autres arts, ce sont pour lui la poésie, la musique, le théâtre, les arts plastiques, donc entendez par les arts plastiques tout ce qui est peinture, architecture, etc., sculpture, etc., et l'éloquence. La poésie, la musique, le théâtre, les arts plastiques et l'éloquence. Donc vous voyez, on a fait du chemin quand même depuis les 9 muses de l'Antiquité. Tout ça pour dire que Gombrich se place, comme on l'a dit, du côté de l'homme, du point de vue de sa capacité inventive et intensément humaine, certes, mais in fine toujours physique et concrète. Et cette capacité, c'est celle de créer, et j'allais dire, d'engendrer une œuvre d'art qui s'inscrit et qui doit s'inscrire physiquement dans le réel. Et donc en ça, il rejoint de façon assez radicale la définition, j'allais dire, étymologique, si on veut, du mot art, qui est presque considéré, oui, comme une technique incarnée, enfin, et qui produit une œuvre. D'ailleurs, juste pour finir ce petit préambule par une anecdote personnelle, moi, quand j'ai appris plus jeune que quand on parlait de l'art, et parfois de l'histoire de l'art, on parlait juste de l'histoire des arts manuels et des arts plastiques, je n'ai pas compris. Je me disais que ça n'était sans doute pas si illégitime que ça de trouver dans un ouvrage qui traite de l'histoire de l'art une partie sur l'histoire de la musique, une partie sur l'histoire de la poésie. Et je trouvais ça un peu monopolistique, quoi, de la part des arts plastiques, voilà, de prendre toute cette place. Parce que ça veut quand même dire que quand on dit l'histoire de l'art, bah déjà ça sous-tend que l'art avec ce L apostrophe, ça sous-tend quelque chose d'unique, il n'y en a qu'un seul. Et ainsi on exclut directement d'un coup tous les autres arts qui ne sont pas les arts plastiques, donc comme la musique, la poésie, etc. Et on est bien obligé de spécifier l'histoire des arts dans un titre pour qu'on comprenne qu'on va peut-être parler de la musique ou de la poésie dans un livre qui porterait ce titre-là. Bref, tout ça pour dire que selon Gombrich, si vous n'avez pas d'homme, si vous n'aviez pas eu l'homme, et plutôt les hommes justement, dans leur incarnation propre et indépendante, il n'y aurait pas eu d'œuvre d'art. Et donc il n'y aurait pas eu d'art, tout simplement. Il n'y a que des artistes pour Gombrich. Bon, j'espère que j'ai pas été trop long avec ce préambule, et on va s'attaquer à l'ouvrage maintenant, qui est assez dense quand même. Alors,
C'est parti.